Bonjour, je suis Elise Plumet et je suis responsable de la médiation dans les musées de Riom, Limagne et Volcan. Et j'ai la chance de travailler dans un très beau monument historique, un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle dans le cœur de Riom qui contient une foule d'œuvres d'art. C'est le musée Mandé. Mais on peut s'interroger ensemble sur ce que c'est qu'une œuvre d'art. La question peut paraître assez simple dans sa formulation, mais les réponses vont être plus ou moins complexes en fonction de qui va vous le donner. S'il s'agit d'un historien de l'art, d'un critique d'art, d'un marchand d'art ou d'un artiste, d'un philosophe ou bien d'une sociologue comme Nathalie Henich ou encore d'un inspecteur des impôts, de ma grand-mère ou de ma fille qui a 6 ans. Vous-même, essayez de formuler cette définition d'art avec vos propres mots. Vous verrez que ce n'est pas si évident, qu'il faut un petit peu chercher. Et ceci est en particulier dû aux artistes du XXe siècle qui ont beaucoup brouillé les pistes. En particulier Marcel Duchamp. En 1915, il achète à New York, dans son quincaillerie, une pelle à neige. Il la ramène dans son atelier et inscrit dessus « Dans l'attente du bras cassé ». Il signe. Ça pourrait passer pour un geste assez humoristique, en fait une bonne blague, mais en réalité c'est un vrai bousculement de la définition d'œuvre d'art. Il a inventé ce qu'il a appelé le ready-made, le tout fait. Alors pourquoi c'est un basculement ? Parce que d'une part, c'est un objet tout fait qui a été produit dans une usine, ce n'est pas Marcel Duchamp qui l'a réalisé. Et ensuite, parce qu'il l'a choisi sur un critère assez étonnant, son indifférence visuelle. C'est-à-dire que cette pelle, elle n'est ni belle, ni moche, et il l'a choisi justement pour cette caractéristique, c'est son manque d'intérêt visuel. Ainsi, Marcel Duchamp va casser deux éléments qui jusque-là définissaient de manière traditionnelle l'œuvre d'art. L'art n'est plus lié au savoir-faire de l'artiste et il n'est plus lié non plus à un jugement esthétique, au goût. Alors je vous propose d'aller confronter certains critères assez traditionnels qui définissent l'œuvre d'art à des œuvres du musée Mandé et aussi d'amener d'autres critères qui jusque-là pourraient paraître opposés à cette définition d'œuvre d'art. Alors je vous invite à me suivre. Nous nous trouvons ici dans l'une des salles du musée qui est dédiée à la période du Moyen-Âge. Et je voulais vous montrer une série de panneaux peints à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Ces panneaux faisaient partie de retables. Les retables étaient positionnés sur les autels, dans les églises, et ils servaient à la mise en scène du culte chrétien. Alors quand on pense œuvre d'art, souvent on attend le nom d'un auteur, d'un créateur, en somme d'un artiste. Il y a énormément d'œuvres dans les musées qui n'ont en fait pas de signature. On ne sait pas du tout qui les a réalisées. Ceci est particulièrement vrai pour les périodes anciennes, comme le Moyen-Âge et comme ces panneaux peints. Au Moyen-Âge, en fait, l'idée même d'artiste n'existait pas. Il faut attendre la période historique suivante, qu'on a appelée la Renaissance, et en particulier le XVe siècle en Italie, pour que la notion d'artiste, comme nous l'entendons aujourd'hui, commence à éclore. Les peintres, les sculpteurs du Moyen-Âge étaient considérés comme des artisans, au même titre que des bouchers ou des drapiers. Les princes, les nobles, les hauts dignitaires de l'Église allaient passer commande chez eux, c'est-à-dire qu'ils définissaient à la fois les sujets, les compositions, les couleurs, les matériaux utilisés. On les appelait ainsi les commanditaires. Et on voit que finalement, les peintres et les sculpteurs avaient assez peu de liberté dans la création. Pourtant, cette période du Moyen-Âge nous a laissé beaucoup d'objets qu'aujourd'hui nous exposons dans les musées comme des œuvres d'art. On imagine souvent que la première raison d'être d'une œuvre, c'est la beauté. Il me semble que ce n'est pas toujours le cas. Sur ce tableau, nous voyons deux soldats morts au cours de la bataille de Rezonville, pendant la guerre de 1870 qui a opposé d'un côté la France et de l'autre côté l'Allemagne et ses alliés. Cette guerre a été une défaite cinglante pour la France qui a mis fin au Deuxième Empire et qui a entraîné la chute de Napoléon III. Sur ce tableau, nous avons bien une signature, et même deux.
C'est un exemple assez rare dans le musée et dans les musées en général. Nous avons E. de Taille pour Édouard de Taille et A. de Neuville pour Alphonse de Neuville. On voit que les peintres ont pris le soin d'intégrer leur signature dans l'image, comme s'il s'agissait de localisation fléchée de part et d'autre de cette borne. Alors, ils étaient deux peintres, mais en fait, ils étaient même toute une équipe. Parce que ce que nous avons ici sous les yeux, ce n'est qu'un fragment d'une toile qui, à l'origine, faisait 120 mètres de long et 9 mètres de haut. Ça s'appelait un panorama. C'était une toile qui était présentée de manière circulaire dans un bâtiment rond construit à cet effet. Les spectateurs payaient leur ticket d'entrée et l'objectif était de les transporter dans un autre espace. Les panoramas étaient très à la mode au XIXe siècle, mais avec l'apparition du cinéma, petit à petit, ils ont périclité et on les a détruits. Pour le panorama de Rosonville, l'objectif était de transporter le spectateur sur un champ de bataille le soir, après les combats. On voyait alors des soldats qui se regroupent et d'autres qui ramassent les blessés dans les brancards. Alors les très grandes dimensions de cette œuvre et sa mise en scène expliquent aussi la manière de peindre. Par exemple, nous avons de forts empattements ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peinture, beaucoup de matière. Ça permet d'accrocher la lumière et de donner du relief au tableau. Et aussi des grands coups de pinceau, comme par exemple sur ce visage qui n'est pas du tout précis et qui rend complètement anonyme ce soldat. On a une lettre de Édouard de Taille, l'un des chefs de cet atelier qui a réalisé ce panorama. Et dans cette lettre, il explique ses intentions. Il souhaite témoigner de la guerre dans sa réalité, telle que lui-même il l'a vécue, puisqu'il a été soldat au cours de cette guerre de 1870. Alors vous me direz, le thème de la guerre, c'est pas forcément le premier auquel on associerait l'idée de la beauté. En fait, c'est pas du tout le thème de l'œuvre qui va en faire sa beauté. Un autre exemple qui peut être lié à ce tableau, c'est le poème d'Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val. Ce texte nous décrit une nature accueillante, vivante, mais dans laquelle repose le corps d'un soldat qui lui aussi a été tué pendant cette guerre de 1870. C'est un texte très beau, très puissant, qui donne beaucoup d'émotions. C'est en fait un très beau texte. Ici, nous avons une sculpture qui a été réalisée certainement par l'un des artistes les plus connus du musée Mandé. Il s'agit d'Auguste Rodin. Il a fait le portrait de l'un de ses amis, Étienne Clémentel, qui a été maire à Riom et qui a été plusieurs fois ministre au début du XXe siècle. C'est une sculpture en bronze qui a nécessité plusieurs étapes dans sa fabrication. Tout d'abord, Rodin a fait le portrait de son ami avec de l'argile, avec de la terre. Ensuite, l'un de ses assistants a produit un moule qui lui a permis de refaire cette sculpture à l'identique, mais cette fois-ci en plâtre. Ces opérations ont été renouvelées 4 fois. Avec le 4e état de la sculpture en plâtre, un fondeur est ensuite intervenu. Il a fait un nouveau moule qui ensuite a recueilli du bronze en fusion. Et avec ce même moule, le fondeur a fait plusieurs exemplaires du même buste. C'est ainsi que sur l'épaule, nous voyons ici la signature d'Auguste Rodin, et derrière, sur une des omoplates, il y a la signature du fondeur. Je vous disais que cette sculpture, elle existait en plusieurs exemplaires identiques. Il y en a un à Tokyo, un à Philadelphia, un autre à Alger, et sans aller aussi loin, vous pouvez en trouver un exemplaire dans la cour de la mairie de Riom, ou aussi dans un des jardins publics de Châtel-Guyon. Le musée Roger Quillot à Clermont-Ferrand vient aussi d'en faire l'acquisition et va exposer un autre exemplaire du buste réalisé par Rodin de son ami Étienne Clémentel. Se pose la question de la définition de l'œuvre d'art. Est-ce que tous ces exemplaires identiques, fabriqués à partir du même moule, sont tous des originaux? Cette question se pose aussi dans le domaine de la photographie et de la gravure. Pour avoir la réponse à ce dilemme, il faut aller chercher dans le Code des impôts. C'est le législateur qui a tranché. Dans le cas des sculptures en bronze, on peut réaliser 8 tirages identiques. Ces 8 tirages auront tous la valeur d'œuvre d'art originale, à condition que les tirages aient été faits sous le regard de l'artiste ou de ses ayants droit.
Avec l'exemple du buste réalisé par Rodin, nous avions déjà mis à mal l'un des critères qui, traditionnellement, auraient pu définir ce que c'est qu'une œuvre d'art. L'œuvre n'est pas forcément fabriquée par les mains de l'artiste. Et pourtant, l'histoire du mot chef-d'œuvre aurait pu nous faire penser le contraire. Rappelez-vous les corporations au Moyen-Âge, ces artistes et ces sculpteurs qui étaient considérés comme des artisans. Lorsqu'ils faisaient leur formation dans les ateliers, ils terminaient par la réalisation d'un chef-d'œuvre. Et si ce chef-d'œuvre répondait aux exigences techniques imposées par le maître, l'apprenti gagnait ainsi ce titre de maître. Et il gagnait aussi la possibilité d'ouvrir son propre atelier. Et je voudrais vous montrer un exemple ici pour contrecarrer cette idée selon laquelle une œuvre est forcément fabriquée par son artiste. Ici, nous avons un broc en argent et en acajou. Il a été réalisé par Jean-Louis Eschwege. C'est lui qui a conçu l'objet, qui l'a dessiné, qui l'a imaginé. C'est aussi lui qui l'a fabriqué, parce que c'est un orfèvre. Il sait marteler l'argent pour lui donner une forme. Dans le cas d'un autre objet de notre collection, un vase, c'est très différent. Jean-Louis Eschwege a fabriqué le vase, mais ce n'est pas lui qui en a eu l'idée, c'est Olivier Gagnère. Donc dans ce cas, on peut dire que Olivier Gagnère est le véritable artiste, le concepteur de l'œuvre, et que Jean-Louis Eschwege intervient dans ce cas comme artisan d'art, qui met ses savoir-faire au service de l'idée d'un autre. Olivier Gagnère a en fait conçu plein d'objets, en argent, mais aussi en verre, comme ce lustre, en faïence, en bois. Et sa qualité, c'est de toujours avoir su s'entourer des meilleurs artisans d'art, d'avoir su aussi dialoguer avec eux pour comprendre ces matériaux et ce qu'on pouvait en obtenir. En 2011, la cour du musée a été entièrement réaménagée. On a cherché à retrouver son état d'origine tel qu'elle était au XVIIIe siècle, quand les bâtiments étaient habités et qu'on rentrait avec des carrosses tirées par les chevaux. Au cours de ce réaménagement, on a souhaité l'intervention d'une artiste contemporaine qui s'appelle Hélène Mulot. Elle a intitulé son œuvre « Pas sage » en 2 mots. Elle a d'abord investi le porche d'entrée en choisissant la couleur de cet enduit et en installant des cupules qui sortent ou qui rentrent dans le mur. Ce système de cupules en creux, on le retrouve dans les pavés de la cour. Elle en a sélectionné certains d'entre eux pour être creusés. Ce sont les pavés qui nous entraînent du porche à l'entrée du musée. C'est une œuvre qui ne fonctionne que dans certaines conditions météorologiques. Il faut qu'il y ait eu de la pluie pour remplir les petites cupules des pavés et ensuite que les courants d'air aient asséché le reste des pavés. Ainsi, ces petites cupules vont ressortir parce que ce sont les seuls éléments remplis d'eau. Et le passage, le cheminement par lequel on invite le visiteur à rentrer devient pleinement visible. Donc c'est une œuvre qui est indissociable du bâtiment. On ne pourrait pas la transporter, sinon ça reviendrait à la détruire. Dans les collections du musée Mandé, nous avons des peintures, des sculptures. 2 techniques, pendant longtemps, on a classé dans la catégorie des arts majeurs. Il y a également ici des tapisseries, de la vaisselle, du mobilier. D'autres techniques qu'on a cette fois-ci classées dans les arts mineurs. Aujourd'hui, on a gardé ces 2 catégories, mais on en a changé les noms. Au lieu de dire art majeur, on parle de beaux-arts, et au lieu de parler d'art mineur, on parle d'art décoratif. Dans le cas des arts décoratifs, comme dans cette collection d'orfèvrerie, on comprend tout de suite la fonction de ces objets. C'est une fonction d'usage. Nous avons des coquetiers, des chocolatières, des théières, des vases, des chandeliers. Mais dans le cas des peintures et des sculptures, il y a aussi toujours une fonction, ou en tout cas la plupart du temps. Rappelez-vous les panneaux peints au Moyen-Âge, ils avaient un rôle à jouer dans le culte chrétien. Le buste réalisé par Rodin était certainement un geste d'amitié pour Étienne Clémentel. Ou le panorama de Rosonville, c'était un moyen pour l'un des peintres de témoigner de son expérience, de son vécu à la guerre. Ce panorama de Rosonville a aussi participé à cultiver un esprit de revanche. Tout au long du
19e siècle, de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et c'est cet esprit de revanche qui va déboucher sur la Première Guerre mondiale. Donc quand on se positionne devant une peinture ou une sculpture, il faut faire cet effort de se demander quelle était sa fonction première, car la plupart des œuvres d'art en ont toujours une. On pourrait penser qu'une œuvre d'art est toujours conçue pour durer dans le temps, pour qu'elle soit transmise de génération en génération et qu'elle finisse par intégrer notre patrimoine culturel, par exemple en intégrant les collections des musées. Je vais vous donner un exemple contraire puisqu'il s'agit ici des fresques réalisées par Fabienne Cinquin. Elle a pioché dans nos collections permanentes différents éléments, des personnages, des objets, des éléments décoratifs ou végétaux. Et elle a mis tout ça à sa sauce en quelque sorte pour créer un grand défilé joyeux et amusant. Dès le départ, elle a travaillé directement sur le mur avec de la peinture à l'acrylique, en sachant qu'à la fin de l'exposition qui lui est dédiée et qui s'appelle Musée Merveille, ces fresques seront entièrement recouvertes de peinture pour laisser place à de nouvelles expositions. Toutes les œuvres d'art que je vous ai présentées sont dans un musée d'art et sont désignées comme telles par différents dispositifs. Ce peut être un cadre doré pour transformer le fragment d'un panorama en tableau, ce peut être une vitrine pour exposer des objets en argent, ou encore ce peut être un titre gravé dans un pavé dans le passage qui donne accès à la cour du musée Mondé. Toutes ces œuvres ont leur place dans ces musées parce qu'elles ont été choisies par des conservateurs de musées, des experts. Il existe d'autres experts, comme les marchands d'art, les critiques d'art, les historiens d'art. Mais au-delà de ces experts, il y a d'autres personnes qui peuvent désigner un élément de notre réalité comme étant œuvre d'art, ce sont les artistes. Et on peut citer l'exemple de cette chauve-souris qui a pris son envol en 2018 sur l'un des murs de Riom. C'est le street artiste Invader qui l'a installé en créant avec une mosaïque de carrelage ce personnage venu de l'espace. Invader est très connu dans le monde puisqu'il a installé ses envahisseurs d'espace dans plein de très grandes villes, de New York à Hong Kong, en passant par Riom. Le street art, c'est une manière d'offrir l'art à tous et aussi de confronter les passants à un objet peu commun et de leur laisser cette liberté de désigner l'objet en question comme étant œuvre d'art ou non. Pour conclure notre questionnement, revenons à Marcel Duchamp. Il a cherché à détruire la définition de l'œuvre d'art, mais il n'a absolument pas cherché à détruire l'art. Bien au contraire, il lui a donné un nouveau souffle qui porte encore les artistes d'aujourd'hui. Pour lui, définir l'art, c'est aussi impossible que de définir l'électricité. On ne définit pas l'électricité, on en fait l'expérience. C'est un résultat, mais on ne peut pas la définir. On ne peut pas dire ce que c'est, mais on sait ce que cela fait. C'est la même chose pour l'art. On sait ce que fait l'art, mais on ne sait pas ce que c'est. Ainsi, Marcel Duchamp nous rappelle le rôle essentiel de celui qui regarde l'œuvre d'art et le rôle essentiel de l'expérience. C'est finalement ce regard, cette expérience, qui donne le véritable statut d'œuvre d'art à l'objet.